Abidjan, salut Accra, salut Douala, salut Abuja. Les Africains peuvent enfin sourire. La première victoire de l'Afrique à cette 20e édition de la Coupe du Monde au Brésil. Bienvenue, vous êtes sur Africa TV, vous suivez le journal du mondial. Pour ce 4e numéro, nous reviendrons avec notre consultant Kader Guilavogui sur cette rencontre Côte d'Ivoire-Japon. Vous faites bien de suivre Africa TV. On part tout de suite pour notre première rubrique, Écho du match. Les Africains ont eu leur première joie à cette Coupe du Monde au pays du roi Pelé. Est-ce que c'est une victoire qui vous satisfait, vous? Oui, absolument. Je dis, il était très important pour la Côte d'Ivoire de bien rentrer, de bien commencer cette Coupe du Monde-là dans un groupe, je l'ai dit, équilibré, d'autant plus que la Colombie avait fait le boulot face à la Grèce, 3-0, et les éléphants ont bien réagi face au Japon. Mais la réaction a été tardive. Il a fallu attendre à la 60e minute, 62e même, pour voir les éléphants de Côte d'Ivoire réagir. Vous savez ce qu'on dit, hein, Ruth, mieux vaut tard que jamais. Les éléphants ont su trouver, si vous voulez, la réaction d'orgueil pour revenir non seulement à hauteur des Blue Samurai, mais de prendre les devants avec un deuxième but de Gervinho de la tête. Mais je pense que sur l'ensemble de la rencontre, on a vu une équipe des éléphants à deux visages. Ouais. En première mi-temps, beaucoup de lenteur dans l'exécution, dans la transmission, et puis des difficultés pour trouver, n'est-ce pas, les hommes de couloir que sont Gervinho et Salomon Kalou. Les Japonais ont bien compris le système des éléphants avec ces ailiers rapides là. Ils se sont contentés de faire des prises à deux, ce qui a, si vous voulez, limité l'action de nos deux joueurs de couloir. Mais en seconde période, on a senti de la volonté, volonté de se projeter vers l'avant avec de la vitesse. Et puis cela a payé avec l'entrée de Didier Drogba qui a je veux dire, focalisé l'attention des défenseurs japonais pour libérer, n'est-ce pas, Boni Wifried et Gervinho. Le coaching payant de Lamouchi en faisant sortir Sérédier et le remplacer par Didier Drogba, c'est ce qui change la donne selon vous? Absolument. À la mi-temps, on a tous vu clairement qu'il y avait un changement à faire, mais pas n'importe lequel. Et c'est en cela qu'il faut saluer le coaching payant de Lamouchi. Parce que sorti d'abord un milieu de terrain, travailleur, qu'est Sérédier, qui a fait pour moi un très bon match. Il a beaucoup couru, il a beaucoup récupéré de ballons. Moi, en fait, en tout cas, de mon analyse, je voyais plus une sortie de Tioté Chèque qui avait été transparent, mais il a préféré Sérédier qui avait, comme je l'ai dit, beaucoup couru, qui était émoussé. Et il a lancé Didier Drogba à un moment, je l'ai dit, important, parce qu'il nous fallait, si vous voulez, de la présence dans la défense japonaise, parce que Boni Wifried était très esselé en première période. Il s'est beaucoup cherché, il a manqué de précision en première période, et puis il a fallu cette entrée de Didier Drogba, là, comme je l'ai dit, pour captiver l'attention. Pour captiver l'attention des défenseurs japonais et dès qu'ils ont vu Didier rentrer, on déjoue complètement. Ils se sont dit, bon, c'était lui le principal danger des éléphants de Côte d'Ivoire. Il fallait donc mettre beaucoup d'accent sur le marquage du capitaine des éléphants. Mais cette entrée-là a véritablement libéré, comme je l'ai dit, Gervinho et Boni Wifried qui ont pu, n'est-ce pas, échapper au marquage des défenseurs japonais pour, n'est-ce pas, planter les deux buts qui ont fait la victoire à la Côte d'Ivoire. Deux buts de belle facture, tout des buts de la tête. Est-ce que cette équipe de la Côte d'Ivoire, dans son jeu, dans sa construction technique, est-ce que elle vous assure, elle vous donne une confiance pour la suite de la compétition? Alors c'est une belle victoire, mais cela dit, il y a encore des choses à parfaire. Comme je l'ai dit, au niveau de la transmission, au niveau du circuit du ballon, en première période, comme je l'ai dit, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire qui est venue encore avec ses mêmes habitudes, avec beaucoup de nonchalance. Beaucoup de lenteur dans sa projection vers l'avant. Et puis on a vu beaucoup de passes, je vais dire en arrière, surtout venant de Tioté Chèque, qui a, je vais dire, 10 passes, effectué 9 contre son but. Forcément, ça permettait aux Japonais de se replacer, d'attendre tranquillement les éléphants qui devenaient prévisibles. Mais en seconde période, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire plus tranchante, plus rapide, avec, si vous voulez, beaucoup de mobilité, surtout au niveau de Serge Aurier, qui pour moi est l'homme du match, parce qu'il a fait un match énorme, aussi bien défensivement qu'offensivement. La preuve, ce sont ces deux passes décisives avec des centres millimétrés qui ont trouvé preneur et qui ont fait mouche. Serge Aurier, c'est une trouvaille de Lamouchi. Diakwa Constant, un retour de Lamouchi. Est-ce que Lamouchi a pour vous retrouver les clés
pour faire gagner cette équipe de la Côte d'Ivoire? En tout cas, sur le match d'hier, on dirait oui, on serait tenté de dire oui, parce que comme je l'ai dit, il a senti qu'à un moment, il nous fallait de la densité au niveau de l'attaque. Il nous fallait, si vous voulez, réduire un peu l'entrejeu pour n'est-ce pas prendre, parce qu'il a pris beaucoup de risques. Il a pris beaucoup de risques parce que quand vous sortez un milieu de terrain, travailler comme je l'ai dit, comme Sérédier, cela risque de déséquilibrer votre équipe. Mais la Mouchi, je veux dire, il fallait jouer son va-tout et il l'a fait. Il a fait un moment opportun parce qu'il nous fallait revenir très vite à la marque et les éléphants ont su le faire à l'heure de jeu à l'entrée de Didier Drogba et à 64e minute, ils ont fait la jonction avant de prendre les devants à la 66e minute. Mais je veux dire que vous parlez tout à l'heure de Serge Aurier. Oui, c'est une belle trouvaille de s'appuyer la Mouchi, le latéral droit de Toulouse, qui depuis, n'est-ce pas, son intégration dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire a confirmé. C'est vrai, il a eu des débuts un peu difficiles, mais au fil des matchs, il est monté en puissance pour s'imposer comme le véritable homme de couloir droit. Il est très offensif et il est teigneux, il est hargneux. Il me rappelle un certain Didier Zokora quand il avait ses jambes de 20 ans. Il a beaucoup de fougue. Il est combatif et il apporte beaucoup à cette sélection de Côte d'Ivoire. Cette équipe du Japon qu'on attendait avec des matchs amicaux réussis, cette équipe du Japon a battu la Croatie en match amical. Cette équipe du Japon n'a pas perdu un match pendant ces matchs amicaux, mais on a vu une équipe très triste dans le jeu, moins offensive. Quelle était leur stratégie? Pourquoi ça n'a pas marché selon vous? Dans un premier temps, je vais dire dans les 5 premières minutes, elle a été agressive. Elle est venue chercher les éléphants de Côte d'Ivoire dans sa moitié de terrain. Elle est venue, n'est-ce pas, gêner la relance ivoirienne. On a vu un milieu, je l'ai dit, assez travailleur, avec Kisuke Honda, avec Nagoto le capitaine, avec ACB sur les côtés, qui sont venus gêner terriblement la première relance ivoirienne. Et puis, elle a profité, si vous voulez, d'une erreur de placement de la défense, de tout le bloc défensif de la Côte d'Ivoire pour ouvrir le score. Sur un corner rapidement joué à la Rémoise, Kisuke Honda, avec, si vous voulez, une technique dont lui on a le secret, s'est débarrassé de Yaya sur un simple contrôle. Il s'est amené le ballon vers le but et puis il a placé une frappe imparable dans l'angle gauche de Kopabadi qui, pour moi, est resté impuissant sur le but. Je dis, le Japon entamait en tout cas de la meilleure des façons cette rencontre-là. Mais après, elle a souffert. Elle a souffert parce que les éléphants de Côte d'Ivoire ont mis le pied sur l'accélérateur. Oui. Ils n'ont jamais levé. C'est vrai que les attaques étaient un peu désordonnées côté ivoirienne. Mais sur la seconde période, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire qui, quand elle a mis de la vitesse, elle a gêné cette équipe du Japon, surtout avec l'entrée de Didier Drogba. Et les grandes stars du Japon n'ont pas répondu présentes. Kagawa... il a été très invisible. Je pense qu'ils ont été usés aussi. Usés, si vous voulez, par leur volonté de vouloir bien défendre. Parce que, comme je l'ai dit, les éléphants ont souffert dans les couloirs avec Gervinho, qu'on a très peu vu dans les accélérations, Kalou également. Parce que Kagawa et Keisuke Honda revenaient aider les latéraux japonais. Donc, forcément, ils ont payé le prix de leur acharnement défensif, de leur répit défensif aussi. Et donc, forcément, offensivement, ils ont laissé des séquelles, ils ont laissé leur peau. L'objectif des Samouraïs bleus est en train de s'éteindre un tout petit peu, mais l'espoir est encore permis pour cette équipe qui, en 2010, a fini en 8e de finale. Oui, forcément. Je vous assure que les Japonais ne vont pas baisser pavillon. Hein. C'est vrai, cette défaite d'entrée l'a fait mal. Mais ils ne vont pas baisser pavillon, les Samouraïs bleus du Japon. Ils viendront face à la Grèce plus déterminés, n'est-ce pas, à corriger ce qui n'a pas à bien tourné face à la Côte d'Ivoire, mais surtout à se montrer plus réaliste et plus tueur. Parce que contre la Côte d'Ivoire, ils ont mené 1-0, ils se sont par la suite recroquevillés sur leur base arrière, au lieu plutôt de chercher ce but tueur-là. Mais contre la Grèce, on va voir aussi une équipe du Japon qui va en vouloir, franchement. La Grèce, présentée comme le petit poussé de ce groupe C, qui a été battu par la Colombie. Un match assez poignant, très technique. Oui, très technique. La Colombie a imposé d'entrée de jeu son style, le rythme, parce qu'elle a ouvert le score très tôt par Armero à la 5e minute. C'est une magnifique action collective. Le trublion de Cuadrado qui sert James Rodriguez qui laisse passer le ballon pour Armero. Je vais dire, ce sont des choses qui ont été travaillées à l'entraînement. Et puis, la Colombie, comme je l'ai dit, a eu le bon réflexe, celui de tuer ce match avec un deuxième but de Théo Gutiérrez et puis un troisième but de James Rodriguez qui pour moi a fait une excellente rencontre. Le milieu de terrain de Monaco a prouvé en tout cas qu'il est l'une des grandes stars de cette Coupe du Monde là. Mais on a vu aussi une équipe de la Grèce aussi qui par moment sortait et essayait de faire peur.
qui a essayé, comme vous l'avez dit, qui a essayé de résister, de revenir à la charge avec un certain Koné, avec Djekas. Mais ce que j'ai pas compris au niveau de la Grèce, c'est le positionnement de Samaras. L'attaquant du Celtic, je vais dire, on l'a connu, plus axial en attaque. Mais il est resté, si vous voulez, sur les côtés. Il était moins dangereux. Il a essayé d'animer, mais bon, alors que sa taille et puis son bon jeu de tête, aurait pu permettre à la Grèce de se monter plus dangereuse et de trouver, pourquoi pas, l'égalisation, de réduire le score. Mais il est resté sur les côtés. Pour moi, son positionnement a quelque peu fait déjouer cette équipe-là. Le bateau pirate a pris l'eau des cafeteros. Est-ce que pour le prochain match Côte d'Ivoire-Colombie, est-ce que vous pensez que les jeux sont déjà presque faits pour ces deux nations? Ça sera la finale du groupe C. Je vais dire deux équipes qui ont réussi leur entrée, notamment la Colombie face à la Grèce et la Côte d'Ivoire face au Japon. Une finale qui, n'est-ce pas, promet des étincelles, passant deux équipes qui vont tout donner parce que l'une ou l'autre, n'est-ce pas, sait qu'en cas de victoire, elle s'ouvre directement les portes des huitièmes de finale. Les deux équipes aspirent en tout cas à atteindre cet objectif-là, donc on va assister à une rencontre, je l'ai dit, riche en suspense, animée de part et d'autre. Il faudra aux éléphants de Côte d'Ivoire, avoir cette fois de l'action et de la réaction. La Colombie a réussi son entrée. Ce n'était pas le cas pour l'Uruguay. L'Uruguay qui a joué son mentor, son meneur, Luis Suarez. Absolument. Cette Coupe du Monde là, décidément est pleine de surprises. La défaite de l'Espagne 5-1, la défaite de l'Uruguay hier face à une équipe sans grade du Costa Rica. Mais c'est vous dire un peu, Ruth, que cette Coupe du Monde là va nous réserver encore plus de surprises. Parce que personne n'aurait parié un copec sur cette équipe de Costa Rica là, une équipe qui, en tout cas c'est une belle surprise. Mais l'Uruguay a été gêné par la disposition tactique de cette équipe du Costa Rica qui a évolué avec 7 joueurs à vocation défensive. Et forcément, la Céleste a bien entamé la rencontre avec un pénalty réussi par Cavani. Et puis, tout s'est écroulé par la volonté, par la hargne, par l'audace de cette équipe du Costa Rica qui n'a rien lâché, avec un attaquant qui s'appelle Campbell, qui a délivré une passe décisive, Joel Campbell, qui a délivré une passe décisive et qui a même marqué. Ça vous dit que dans ce mondial-là, les 100 grades vont, n'est-ce pas, donner du fil à retordre. Vous imaginez déjà que le Costa Rica est en tête de ce groupe-là. On n'aurait pas parié véritablement sur cette équipe du Costa Rica en début de compétition. Dans ce groupe D, un grand va forcément tomber. Lequel on ne sait pas. Il est trop tôt peut-être de se prononcer là-dessus, mais en tout cas, entre l'Uruguay, entre l'Italie, entre l'Angleterre, forcément, ça va jaser déjà avec la défaite de l'Angleterre face à l'Italie. Je crois que les Anglais n'ont plus d'autre choix que de se réveiller, d'aller chercher une victoire, qui s'impose à la formation des Trillions, qui a pêché, hier contre l'Italie, par, si vous voulez, son manque d'agressivité sur le deuxième but. Parce que j'ai vu une équipe d'Italie développer son jeu tranquillement sur le côté droit, une équipe anglaise défensivement, non seulement qui n'est pas montée sur le côté du ballon, et dans le déplacement et dans le marquage, qui a laissé Balotelli s'envoler seul dans les airs et placer cette tête victorieuse. Kader, le groupe D, c'est fini pour les premiers matchs. Le groupe E commence avec l'entrée de la France face au Honduras et la Suisse face à l'Équateur. C'est une équipe de France en phase de reconquête qui débute sa Coupe du Monde face au Honduras à Porto Alegre. Depuis le match de barrage retour face à l'Ukraine en novembre dernier, les Bleus semblent être transformés. Et ils sont arrivés au Brésil dopés par 3 matchs amicaux quasi parfaits. Le sélectionneur Didier Deschamps compte donc bien rompre avec les années noires et tourner définitivement la page du mondial sud-africain. C'est un immense plaisir, une fierté. Comme je l'ai déjà dit, jouer une Coupe du Monde, il n'y a rien de plus beau. Peu importe le pays dans lequel ou le continent sur lequel on va la jouer. Après le Brésil, oui, ça donne le sourire. Un sourire qui se voit sur le visage des joueurs. Jamais depuis 6 ans, ils n'avaient montré autant de plaisir à jouer ensemble. Une solidarité qui pourrait s'avérer cruciale au Brésil. Surtout pour une équipe qui n'a jamais remporté son premier match en Coupe du Monde depuis celle de 98. Depuis quelques temps, on sent que l'équipe de France est soudée.
On est prêt à faire les efforts ensemble, à aider son partenaire et c'est ce qui est important. Si on veut durer dans cette compétition, ça sera grâce à ça. Après le forfait de la pièce maîtresse des Bleus, Franck Ribéry, pour cause de lombalgie, c'est sur Karim Benzema que reposent tous les espoirs de l'attaque française. Il sort d'une saison réussie au Real Madrid, conclue par une victoire en Ligue des Champions. Celui qui devra enfiler les habits du patron sera associé soit à Olivier Giroud, soit à Antoine Griezmann pour faire face au Honduras. Une équipe qui ne pointe qu'au 30e rang du classement FIFA et qui n'a guère brillé lors de ses matchs de préparation. Mais une équipe dont la France redoute l'aptitude au combat physique, pour reprendre les mots de Didier Deschamps. On sait que cette équipe-là, on suppose qu'elle va nous rentrer dedans. Donc après, ça va être à nous de répondre à ça. Mais je pense qu'on a tous les atouts nécessaires pour le faire, que ce soit devant, derrière, milieu de terrain aussi. Donc ça va être déterminant. Déterminant pour réussir ce premier match qui va donner le ton pour le reste de la compétition. La Fédération française de football a fixé comme objectif aux Bleus d'atteindre les quarts de finale. Didier Deschamps, lui, s'est bien gardé de faire des pronostics, conscient que le manque d'expérience de ces Bleus à ce niveau de la compétition reste l'une de leurs principales faiblesses. Comment est-ce que vous voyez ces matchs? Très attendu cette équipe de la France, très attendue avec sa jeune génération, Paul Pogba, Blaise Matuidi, Mathieu Valbuena, en tout cas une belle palette de jeunes joueurs. Face à une équipe de l'Honduras dont il faudra se méfier, parce que souvenez-vous de ce match déjà, Costa Rica, Uruguay, ça laisse des traces, donc forcément dans la tête des Français, prudence sera de mise. Mais je pense que la France a, si vous voulez, les arguments pour faire la différence. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle a une belle brochette d'artistes capable, n'est-ce pas, de faire la différence, avec un Benzema qui est remis, avec un Giroud qui est capable de créer le danger. Il faudra à la France rester solide sur ses bases arrière. Il lui faudra beaucoup de concentration, beaucoup de créativité dans le jeu. Elle sort, n'est-ce pas, des matchs amicaux rassurants, où elle a marqué à chaque fois. Et puis espérer, n'est-ce pas, que la machine de Didier Deschamps se retrouve pour ce premier match, parce qu'il est toujours difficile d'aborder une compétition comme la Coupe du Monde. Après France 98, les Bleus n'ont plus soulevé ce trophée en or très étincelant. Est-ce que le fait de ne pas choisir d'aller à cette compétition avec Samir Nasri, est-ce que c'est un choix judicieux pour vous? Non, je pense que le débat sur la non-sélection de Samir Nasri est derrière nous, est derrière Deschamps. Je veux dire, il a choisi 23 joueurs. Si on devait polémiquer sur chaque joueur absent de cette équipe de France-là, on n'en finirait pas. Je pense qu'aujourd'hui, Didier Deschamps est passé à autre chose. Il espère dès ce soir que ces 11 garçons qui vont débuter le match contre le Honduras seront prêts physiquement et aussi mentalement, vont démontrer toute leur puissance, tout leur talent, et puis, n'est-ce pas, s'afficher dans ce groupe-là comme le leader. Voilà, pour suivre, si vous voulez, l'équation que va s'atteler à résoudre Didier Deschamps. Sinon, le débat sur la non-sélection de Samir Nasri, vous savez, il y a tellement d'impondérables au football. La blessure de Ribéry, par exemple, aurait pu, je l'ai dit, gêner quelque peu la machine de la France, quand on sait toute l'influence qu'il a dans le jeu de la France. Mais aujourd'hui, je veux dire, ce sont des choses qui sont derrière Deschamps, qui sont derrière l'équipe de France. Il faut penser à ce match contre le Honduras. Et c'est ça le plus important. Didier Deschamps prend très au sérieux cette première sortie. Regardez. On a fait en sorte de se préparer du mieux possible depuis 4 semaines, avec ce que vous savez, les matchs qu'on a joués, les entraînements, enfin pas tous. Mais voilà, le rendez-vous, il était prévu depuis un bon moment pour demain. Donc que ce soit moi-même ou les joueurs, lorsqu'on est compétiteur, c'est de commencer cette compétition. Même si la préparation était très agréable, la vérité, c'est le terrain et ça commencera demain. Mais il ne faut surtout pas qu'il y ait de crispation ou quoi que ce soit. Voilà, le rendez-vous, il nous attend. C'est pas parce qu'on se rapproche chaque seconde, chaque minute, chaque heure qui s'écoule du rendez-vous de 16 heures de demain qu'on doit changer quoi que ce soit. Vous êtes toujours sur Africa TV et vous faites bien d'y être parce que vous suivez le 4e numéro du journal du Mondial. Didier Deschamps est très conscient. Il a dit le match face au Honduras doit être disputé sérieusement.
Absolument. Je veux dire, le Honduras va opposer un défi physique à la France quand on connaît ce jeu-là du Honduras, et basé sur la vitesse aussi. Donc Didier Deschamps sait plus ou moins à quoi s'attendre. Mais je vais dire, dans sa besace, comme j'ai dit, il a des arguments. Il a des arguments pour faire la différence. Il a un milieu créateur avec Pogba, avec Matuidi, avec Valbuena. Et puis des attaquants de classe mondiale comme Karim Benzema et Giroud qui viendront, si vous voulez, tenter de bousculer cette défense du Honduras jusqu'à la faire craquer. En tout cas, pour moi, la France pas favori dans cette rencontre-là. Et ce serait logique, n'est-ce pas, qu'elle s'impose d'entrée. On espère que la France va s'imposer dans le stade Porto Alegre devant plus de 48 000 spectateurs. De l'autre côté du Brésil, à Brasilia, ce sera la rencontre entre la Suisse et l'Équateur. Qui part avec les faveurs des pronostics, la Nati ou les Équatoriens? Forcément la Suisse. La Suisse, j'ai dit pour son collectif, pour la qualité de son jeu et de ses joueurs, pour l'expérience de son entraîneur. Il ne faut pas oublier que c'est Otmar Hitzfeld qui est en tête de cette équipe de Suisse là. Et puis cette équipe de Suisse, j'allais dire, a l'expérience, a une grande expérience de la Coupe du Monde. Donc forcément, elle part avec la faveur des pronostics. Mais vous savez, le football, dès que l'arbitre donne le coup d'envoi, les statistiques et l'histoire sont des choses qui s'envolent. Et puis place au jeu, place à la disposition mentale et physique dans laquelle vous êtes. Et puis il faudra à l'équipe de Suisse démontrer qu'elle est favorite. Cela passe par le jeu, par les actions et par le réalisme. L'équipe de l'Équateur qui a perdu un joueur très important pendant sa qualification, un Christian Benitez. Mais cette équipe a réussi à se relever et à se qualifier. Un bon match, ce sera en tout cas ce soir entre la Suisse et l'Équateur. Il a été excellent pendant ces 90 minutes de jeu. Serge Aurier, le défenseur de Toulouse en France, constitue le sujet de notre focus. Serge Aurier, c'est le défenseur que tout le monde rêve d'avoir aujourd'hui. Absolument. Mais est-ce qu'il faut être surpris de sa performance face au Japon? Oui et non. Oui, parce que c'est sa première Coupe du Monde. Il n'est pas évident pour un jeune joueur de sa trempe, n'est-ce pas, de réussir son entrée, surtout face à une équipe du Japon qui nous a causé pas mal de problèmes. Mais Serge Aurier, n'est-ce pas, a démontré que, bon, voilà, il faisait partie, n'est-ce pas, aujourd'hui des cadres de cette sélection-là. Il a démontré tout son talent. Il a démontré en tout cas une grosse envie. On l'a vu se bagarrer, batailler chaque passage du terrain avec les Japonais. On l'a vu défensivement présent. On l'a vu aussi offensivement très appliqué. Je veux dire, en première période, on se rappelle encore cette action où il s'en veut pratiquement d'avoir manqué son centre. Mais il s'est bien repris en seconde mi-temps en délivrant, j'allais dire, des passes millimétrées à Bonnie Wilfried et à Gervais. Je veux dire, pour moi, il est carrément l'homme du match. Il a démontré une fois de plus tout son talent et Sabri Damouchi a eu le nez cru en allant chercher le latéral droit de Toulouse. Les deux passes décisives, comme vous l'avez dit, de Serge Aurier ont délivré tout un peuple, tout un continent. Et à Abidjan, en Côte d'Ivoire, comment les amoureux des éléphants de Côte d'Ivoire ont célébré cette victoire? Regardez. Mais j'ai vu 2 buts collés. C'est vrai que je suis en maillot. Il est porté par la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous des Ivoiriens.
Mais sincèrement, je n'ai pas cru à la victoire des éléphants. Mais il faut que je dise que franchement, ils ont supplié. Moi, sincèrement, ils m'ont supplié. Je suis heureux. Sincèrement, avec cette équipe de 2014, je pense que mon équipe, la Côte d'Ivoire, on jouera les demi-finales. On pourra aller au deuxième tour. Et j'ai la foi. Et vraiment, nous les Ivoiriens, on a besoin de ça. On a assez pleuré. On a vraiment besoin aussi de la victoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. On va bien partir. Non, la victoire, c'est trop. C'est trop, droit, c'est vrai. Et si c'est la droite, on va faire le show. Vous l'avez suivi, Kader, les Africains, les Ivoiriens ont célébré hier nuit, tard dans la nuit même. Et aujourd'hui, c'est la pluie qui tombe sur Abidjan, qui tombe sur la Côte d'Ivoire. On serait tenté de dire que le ciel nous bénit après cette victoire, j'allais dire cette belle victoire face au Japon. Mais vous savez, on n'entendait plus en Côte d'Ivoire et voilà, il faut s'y faire. Mais pour revenir à l'ambiance, je vais dire, Abidjan est une ville couche-tard et puis les Ivoiriens ont profité du fait que leur sélection, n'est-ce pas, effectuait son entrée en liste dans cette compétition-là. Les choses se sont bien passées avec une belle victoire face au Japon. Je pense que toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique a vibré au son de cette victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Kader, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Ruth. On se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres débriefs tout aussi importants. Merci à vous, Africains d'ici et d'ailleurs, qui nous suivez toujours sur le canal www.africa TV. Merci à la réalisation, merci au Temple du Foot et à très vite sur Africa TV.